Sunday Production. L'Everest, faut savoir nous on a fait le sommet le 16 mai 2023. On avait du vent comme pas possible. La tente se pliait sur nous. Toutes les équipes ont abandonné. On était la seule équipe là-haut. Et on était, ok, est-ce que c'est faisable ? Et au final, on s'est orienté parce que la montagne était comme ça, le vent venait comme ça. Ok, c'est faisable, on va avoir le soleil quand on va arriver dans la partie où il y a le plus de vent, on va se réchauffer. Du coup, on décide d'y aller. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Alasdair Mackenzie aujourd'hui. Bonjour Alasdair. Bonjour. Je suis très très heureux de t'accueillir sur Lyon, sur un peu un coup de vent en fait. Tu étais de passage sur Lyon. Je profite également pour remercier Grégoire et Antoine qui ont aidé à la mise en relation avec toi. Et je profite également de ton passage sur Lyon pour avoir la chance de passer une heure quasiment avec toi face à face où tu me racontes un petit peu tes différentes aventures. Parce que pour les personnes qui ne connaissent pas encore Alasdair Mackenzie, je pense que... Alors déjà, après cet épisode, vous saurez très clairement et vous n'oublierez pas ce prénom et ce nom, mais je pense que dans les années à venir, il va faire partie du décor sportif, outdoor, des exploits sportifs qui ont été réalisés, puisqu'il est actuellement en route pour devenir le plus jeune alpiniste à gravir les 14 plus hauts sommets du monde. Donc il y en a 14 qui font plus de 8000 mètres d'altitude. Donc c'est un projet exceptionnel, totalement fou, mais tu vas nous expliquer, parce qu'il est très certainement pas du tout barré pour toi, tu vas nous expliquer comment t'es venue l'idée, mais avant tout, malgré le fait que tu sois très très jeune, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh ouais, je m'appelle Alasdair Mackenzie, j'ai 19 ans, j'ai réalisé 12 des plus hauts sommets du monde. Ça c'est la classe, se présenter comme ça en disant j'ai 19 ans et j'ai gravi les 12 plus hauts sommets du monde sur 14, c'est la classe. Ouais, c'est pas mal, on va dire que c'est une bonne intro pour vraiment tout ce qui est présentation, je trouve. Après, j'ai quand même pas réussi les 2 derniers encore, du coup c'est un peu moins bien. Parce que tu les as pas tentés, mais logiquement en avril ou mai prochain ça sera fait. Ouais, en avril, on va partir première ou deuxième semaine d'avril au Tibet et ouais, ça va être fait dans les 10 jours qui viennent après. Incroyable, tu vas nous expliquer tout ça. Alors c'est vrai que 19 ans, donc on est au début d'une vie à 19 ans. Alors c'est vrai que tu n'as pas 20 ans et tu auras pour tes 20 ans franchi les 14 plus hauts sommets du monde. Juste pour l'histoire, il aura fallu 16 ans à Messner pour boucler lui les 14. Donc ça c'est juste pour positionner. Et avant que tu nous expliques le pourquoi déjà, pourquoi à 20 ans on a envie de se lancer dans ce projet-là, comment tu le réalises, avec qui, avec quel support, quelle est ta vision, quelle est la suite ? Est-ce que tu peux revenir déjà sur les 19 premières années qui viennent de s'écouler ? C'est-à-dire, qui est Alasdair ? D'où est-ce qu'il vient ? Est-ce qu'il vient des montagnes ou est-ce qu'il vient pas du tout des régions montagneuses en France ? Est-ce que c'était un sportif ? Est-ce que depuis tout petit, il gravit les montagnes ? Est-ce qu'il a fait le Mont Blanc à 6 ans ? Voilà, qui es-tu et d'où tu viens ? Alors, moi, je suis breton de base. Je suis né à Lorient. J'ai avec une maman bretonne, un papa écossais. Ça fait 100% celte, mais pas du tout pour aller à la montagne, sincèrement. J'étais pas prédestiné à aller skier, à aller tatiller l'Everest et tout. Aucun de tes 2 parents n'était montagnard ou avait des origines ou était passionné ? Alors, ils étaient passionnés de montagne, mais on n'avait pas des origines d'aller en montagne, d'avoir un guide dans la famille, tout ça. Ouais, les vacances d'été n'étaient pas à Chamonix à gravir les montagnes alentours. Et c'était plus les vacances d'hiver pour le coup, où quand en fait moi j'ai appris à skier à l'âge de 2 ans, dans le Cairngorm en Écosse. Et c'est ton papa qui est originaire. Ouais, mon papa est originaire de là-bas, on skiait là-bas avec la famille, et en fait, à un moment on s'est dit pourquoi pas aller dans les Alpes. On est allé dans les Alpes, on a skié, au point où à l'âge de 6 ans, on y allait presque tous les mois à Chamonix pour skier et faire de la montagne, tout ça, parce qu'en fait on adorait ça. Et à l'âge de 10 ans, la famille a décidé en fait de déménager à Chamonix pour l'école, parce que mon frère c'était bien, pour mon père parce qu'il y avait l'aéroport juste à côté de Genève et il pouvait faire des allers-retours.
Et moi, je pouvais en fait me consacrer au ski, à la montagne, et on aimait vraiment bien cet environnement. Et ouais, du coup, on a déménagé à Chamonix. Moi, je m'étais Vous avez mis... traversé la France, là, très clairement. Ah, mais là, Lorient-Chamonix. là, on a choc. pris un bout, on est allé à l'autre bout, on s'est dit c'est bon, on va là, à côté de la Suisse. C'est très... Ouais, ça fait une belle traversée quand même. Toi qui traverses en plus... Ah ouais, je vois bien. Je vois bien. En vélo, je m'imagine tout de suite. Ah ouais, là, il y a 1000 bornes. Ouais, Facile, c'est à peu près ça, ouais. facile, je pense. Ouais. Ouais. Et comment ça s'est passé? C'est-à-dire que de suite, tu t'es tout de suite adonné au sport d'outdoor. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que, alors je sais pas si on peut dire l'alpinisme et l'escalade est arrivé dans ta vie? Ouais, alors ouais, c'est venu en fait, déjà avec toute la partie juste avant, on va dire, je faisais déjà beaucoup d'outdoor. Moi, j'aimais être en montagne, par exemple. J'ai jamais joué à la PlayStation, tout ça, et j'adorais être dehors. Et quand on a déménagé à Chamonix, je me suis vraiment mis à la montagne, au ski vraiment pur. Et je voulais rentrer au club. Du coup, il fallait que je fasse les compétitions, tout ça, vraiment à fond, parce que c'est ce que j'aimais aussi dans le côté montagne. Et à l'âge de 10 ans et demi, j'ai pris une grosse chute à ski qui m'a cassé mon ligament croisé. Il faut savoir que un ligament croisé à 10 ans, il n'y a pas la croissance qui est encore enclenchée, mais on peut opérer. C'est une opération qui est risquée et c'est une opération qui va prendre 1 an et demi avant de convalescence vraiment pure. Du coup, c'est énorme pour moi qui voulais être tout le temps dehors, tout ça. Et quand les 1 an et demi de convalescence sont finis, je m'étais fixé qu'un seul objectif, c'était de devenir champion du monde de ski alpin. J'avais cet objectif-là, mais je pouvais toujours faire de la montagne à côté, aller gravir quelques sommets à Chamonix, faire de la poudreuse, prendre du plaisir, tout ça. Et ouais, c'est vraiment de là où tout a commencé, on va dire, à se développer plus, avec plus de ski, plus d'entraînement sportif, plus de montagne aussi, parce que j'arrivais. Ce qui veut dire qu'effectivement, excuse-moi, mais positionné à Chamonix, alors vraiment très clairement, là, tu es au cœur des Alpes, avec un environnement exceptionnel. Tu te fixes à 11 ans, 11 ans et demi, du coup, à la sortie de ces 1 an et demi de frustration probablement très intense, avoir ces belles montagnes, de pouvoir en profiter, avoir la neige tombée et pouvoir en profiter. Tu te fixes cet objectif de dire « je serai champion du monde de ski ». Derrière, ça veut dire que tu t'engages à fond dans tes entraînements, tes préparations? Ouais. Quand je me suis fixé vraiment cet objectif, j'allais m'entraîner, par exemple, 5 fois par jour au ski. J'allais à la muscu pour renforcer vraiment mes ischios, mes quadriceps, c'est vraiment tout mon corps, parce que j'avais peur de recasser, parce que je voulais pas revivre 1 an et demi comme ça. Et ouais, c'est vraiment parti de là, de vouloir d'être champion du monde de ski, mais avec la montagne à côté. Et en fait, à l'âge de 13 ans, j'ai fait, on va dire, un test de ski au club des sports de Tignes. Et eux, ils m'ont accepté direct en compétition. Ils ont vraiment tout donné pour moi, en fait. Ils ont bien l'encadrement, Ouais, bien l'encadrement en place. Ouais, vraiment un gros encadrement. J'avais des profs si j'avais besoin, parce que moi, je faisais l'école à la maison dû à cette grosse blessure de ski. Parce que je pouvais pas, en fait, aller tous les jours au kiné si j'étais à l'école. Et ils ont vraiment essayé de mettre en place quelque chose pour moi. J'avais des entraînements de ski tous les jours, j'avais la muscu, et j'avais une prof qui connaissait, qu'elle était prête à nous aider si on avait besoin de soutien scolaire. Et ouais, moi j'ai kiffé être au club, et vraiment c'était des années incroyables quand même. Et est-ce que sur le ski tu as atteint le haut niveau? Ouais, alors est-ce qu'on peut appeler ça le haut niveau? Je suis pas sûr. J'ai atteint le niveau juste avant la Coupe d'Europe, la FISE. Je devais continuer la FISE pour essayer d'atteindre vraiment le haut niveau, mais la vie a décidé qu'il fallait que j'aille tatiller l'Everest et des sommets vraiment hauts. Et ouais, du coup, je me suis vraiment concentré de 11 ans et demi vraiment jusqu'à facile 16 ans, vraiment au ski, à fond. Et en fait, à l'âge de 16 ans, j'étais du coup en FISE. Et je suis arrivé à ce point-là où je devais mettre la montagne de côté, parce que j'arrivais toujours à caler un moment de montagne sur le côté. Et moi, j'adorais ça. J'arrivais à fonctionner les deux et que ça fasse vraiment un parfait combo, quoi.
Et sur l'année de mes 16 ans, j'ai dû prendre le choix de mettre quelque chose de côté. Je devais prendre le choix de mettre la montagne de côté parce que c'était vraiment très rythmé comme entraînement. De ski, j'allais à l'étranger pour Et puis il y pouvoir avait beaucoup de skier. déplacements, j'imagine. Ouais, moi j'étais pendant le Covid en plus. Du coup, s'il fallait que je skie, il fallait que j'aille à l'étranger. Je pouvais pas aller n'importe où aussi parce que c'était pendant la saison du Bien Covid. sûr, bien sûr. Et Et ouais, c'est là qu'il y a eu le pivot dans ta vie. Ouais, c'est vraiment cette partie-là où j'étais. Et tu te Ouais, souviens du moment où tu t'es dit je mets une croix sur ce projet d'être champion du monde de ski. Par contre, je vais être le premier, le plus jeune à gravir les sommets de 14 ans. Est-ce que l'enchaînement s'est fait comme ça ou est-ce que ces deux décisions sont totalement dissociées dans le temps? Alors ouais, c'est deux décisions totalement dissociées, vraiment dans le temps. Il y a plus d'un an et demi d'écart. D'accord. C'est un truc de malade. Mais en fait, sur cet hiver-là, j'étais en fait même obligé de dire à l'école que j'étais malade, avec le consentement de ma maman, parce que j'avais les résultats qui quand même justifiaient, on va dire, de sécher les cours. Disons-le. Ouais, voilà, je suis pas un exemple à prendre, mais mais il fallait que j'y aille. Et en fait, j'étais obligé vraiment de dire au cours, j'étais malade pour pouvoir aller en montagne, pour pouvoir profiter, parce que ça me manquait tellement. J'étais aux entraînements de ski, je voyais une pente, j'étais mais ça peut skier. Je voyais une montagne, je disais mais ça, Ouais, je peux t'avais grimper. vraiment ça en tête. Ouais. Ouais, j'arrivais plus. L'obsession. Ouais, j'arrivais plus en fait à canaliser sur le ski alpin. Et pendant cet hiver-là, je m'étais dit, ok, premier objectif, c'était un gros objectif pour mon âge, je trouve déjà. Je me dis, ok, je vais aller skier le Mont Blanc. Je veux le skier, j'ai besoin. Ça se fait, ça, on skie le Mont Blanc. Ouais, on peut le skier, c'est génial. On skie sur la face nord et en fait, on prend la voie historique. Et ouais, c'est sincèrement génial. Et En fait, pour toi, c'était une association de tes deux passions, c'est-à-dire Ouais, c'est ça. j'aime l'escalade, l'alpinisme. À chaque fois que je vois une montagne, je me dis comment est-ce que je peux la gravir, mais en même temps, comment je peux la descendre? comment je peux la descendre aussi, exactement. Et donc, tu t'es dit, effectivement, je vais aller skier le Mont Blanc. Exactement, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Et je me souviens, parce que j'avais que 16 ans, mes parents voulaient que j'aille faire le Mont Blanc. Il n'y avait pas de souci sur le fait d'aller faire le Mont Blanc, mais il fallait que je sois encadré. Ce qui est normal. Ce qui est parce normal, que, tout à fait. ils voulaient pas que j'y aille et que je tombe dans une crevasse quand même. Du coup, on contacte la compagnie des guides, la compagnie des guides, ouais. et on leur dit, voilà, moi j'ai fait de la FISE, je sais que le niveau de ski, il est correct pour aller le faire, mais on précisait pas du tout mon âge quand même pour le coup, parce qu'au cas où, si on se disait, attends, on peut se faire refuser, Ouais, et bien si sûr, mon nom bien est sûr. fiché, je suis foutu. Et eux, ils acceptent, avec le niveau de ski, tout ça. Et Donc ça veut dire que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut une autorisation pour descendre à ski. il faut en fait que le guide sache vraiment ton niveau de ski. Parce que moi, Est-ce que le guide descend avec toi ou est-ce qu'il Ouais. t'accompagne juste pour escalader Non, et te lâche Non, il descend avec toi. Il descend avec toi, vraiment pur. Ouais, C'est faut qu'il s'assure du niveau, bien évidemment. Voilà, parce que c'est quand même... on est à 4800, il y a l'altitude, il y a les neiges, les conditions, des fois, elles sont pas très Ouais, bonnes. le pourcentage des pentes aussi, parfois, probablement. Ah, encore, Non, ça ça va, va. ouais, parce que c'est en face nord, oui, il y a un peu de raid, mais c'est pas non plus du 55 degrés pure glace, quoi. Ouais. Et ouais, du coup, il fallait que j'ai un guide. Du coup, on contacte la compagnie des guides, tout. Et eux, ils disent, ouais, ok, il a le niveau, tout ça. Et du coup, on arrive à Chamonix. Et je me souviens encore de cet appel, moi qui dis, ouais, t'inquiète, je skie la deuxième saison FISE, je fais le Mont Blanc à ski, et après, je reprends les entraînements vraiment durs, tout. Ok, pas de souci. On reçoit le papier disant que je suis accepté pour une deuxième année FISE pour essayer d'accéder. Le but ultime, c'était de faire une première Coupe d'Europe pendant la deuxième année FISE. Et du coup, j'étais là, je fais ouais, il n'y a pas de souci. Et je pars pour aller gravir le Mont Blanc. Et je me souviens encore, j'arrive au refuge. Je prends le téléphone et je fais ouais, maman, en fait, j'arrête le ski. J'arrête le ski de compétition. Et sa seule réponse, c'était est-ce que t'es sûr? Parce que ça fait plus de 10 ans que tous les jours, je m'entraînais. Ça, en gros, je résume, parce que j'imagine ce que maman a dit, c'est alors attends, je t'explique, ça fait 10 ans que je me traîne à t'emmener à l'entraînement, à t'attendre à l'entraînement et à te ramener, et t'es en train de me dire que tout ça, ça n'a servi à rien.
Exactement. C'est ça, ouais, ça pas tout ça rien parce que Ouais, bien sûr, quand je disais c'est- tout ça, rien, ouais, c'est mais- c'est un chemin qui se construit. ouais, Et il y a forcément eu, enfin, pas un aboutissement, je sais pas si on peut dire ça, mais rien ne sert jamais à rien, tu vois ce que je veux ouais, dire. c'est ça. Ce que tu as fait a fait probablement la personne que tu es aujourd'hui. Mais j'imagine, j'imagine ta maman qui reçoit l'appel alors que tu es en train de faire le Mont Blanc, te disant, alors tu vois, le ski là, ben en fait, j'arrête. Donc est-ce que le message qu'elle t'a envoyé, ça a été de te dire, écoute, c'est quoi? Fais le Mont Blanc, et puis on en reparle quand tu es en bas, ou il y a eu une négociation directement au refuge? Non, même pas. C'est que moi, j'ai appelé, je lui ai dit j'arrête le ski alpin de compétition. Sa seule réponse c'était est-ce que tu es sûr parce que ça fait plus de 10 ans que tu t'entraînes? Je lui ai fait oui. Elle m'a fait ok, Alors, j'appelle le mais coach. cette décision, est-ce qu'elle était spontanée? Est-ce que ça fait déjà un petit moment que tu l'avais en tête? J'y Ou pensais. tu sentais que finalement, est-ce que vraiment c'était un rêve qui était si important que ça? Est-ce que c'est vraiment un objectif? Ouais. Est-ce que tu en as les moyens, les capacités? Est-ce que Bah, ça vaut le coup? C'était ça, c'était plus est-ce Une que ça réflexion. vaut le coup parce que ça fait ouais, comme je disais, ça faisait 10 ans que je m'entraîne, mais j'étais pas dans les meilleurs, j'étais pas dans les moins bons, j'étais dans le centre. Et Ouais. Et quand on est dans le centre, bah on stagne dans le centre. Hein. C'est pas un matin, je vais me réveiller avec le gros déclic, tout ça. Je savais que bah, c'était dur et en plus de ça, bah, j'aimais pas trop l'ambiance en fait de la compétition. Quand je réalise, il y avait beaucoup plus de compétitions où j'étais déçu que autre chose. Il y avait des Il compétitions. n'y avait pas où- d'épanouissement. Ouais, Tu le sentais pas. ouais, c'est ça ça. vibrait pas. J'ai appelé ma mère, j'ai pas réussi quoi. Encore une fois. J'étais vraiment dans ce monde-là de fait chier, j'ai pas réussi. Et en montagne, c'était totalement l'inverse. J'avais déjà Parce fait. que pour accéder, excuse-moi, je te coupe, Ouais. mais c'est pour mieux comprendre et que les auditeurs et auditrices comprennent également. Tu es sur le circuit FIS, mais pour accéder aux Coupes d'Europe, ça se fait par quoi? Il faut faire un podium, il faut faire un classement. C'est un cumul de points qui fait qu'à un niveau, hop, tu as le droit et tu peux accéder. Comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? C'est que quand on est en FIS, on est en première année FIS. Du coup, moi, je rentrais en FIS, j'avais tout juste 16 ans. Mais par contre, en FIS, on peut se battre contre des gars qui ont fait 3 Coupes du Monde déjà et qui sont là sur la dire course. c'est qu'il n'y a pas de classe d'âge. Non, il n'y a pas de classe T'accèdes, d'âge. après tu peux tomber avec quelqu'un qui a 25 ans, qui a Ouais. 16 ans, comme toi. Ouais, Ok. c'est ça, c'est exactement ça. C'est un avantage aussi de tomber sur des gros cadors. Bien sûr, Parce tu que peux progresser, tu t'y confrontes. Et, voilà. Mais par contre, il y avait des jours où moi je me prenais 8 perles. Je peux vous garantir que ça fait mal. Hein. T'es là, putain, 8 perles quoi, ça fait beaucoup. Et ouais, moi je m'en suis pris des dizaines. Hein. Je m'en suis pris des dizaines. Et en fait, le niveau de la FIS, pour accéder, c'est un système de points. Ça veut dire que moi, en première année FIS, ma première compétition, je démarrais à 1000 points. Après ma première compétition, bah, tu descends les points petit à petit parce que tu as tes résultats, tout ça. Et en fait, comment c'est jugé? C'est qu'ils prennent le gars qui a le meilleur point. Du coup, ils savent que c'est quand même lui qui a le plus de probabilité de gagner. Ouais. Et en fait, bah, après, ils font un ajustement de tout ça et combien tac. Et en fait, c'est au nombre de secondes que t'as que tu vas avoir D'accord, tant de... c'est l'écart. Ouais, c'est vraiment l'écart qui est le plus important. Et du coup, j'étais là-haut, ouais, j'arrête le ski alpin, quoi. J'arrête le ski alpin, c'est ça que je voulais faire parce que ça faisait déjà 2-3 semaines que j'étais bon. Que tu convergeais. Ouais, que j'étais plus en montagne, que j'arrêtais un peu plus les entraînements physiques pour aller en montagne, tout ça. Et je savais que dans ma tête... Donc ça, c'était à l'ascension? Ouais, c'était à l'ascension, mais j'avais déjà fait 3-4 ascensions avant le Mont Blanc quand même pour me préparer. Mais dans ma réflexion et dans ma question, ça veut dire que comment est-ce que tu descends? Tu as cette réflexion probablement dans l'ascension du Mont Blanc, tu t'arrêtes, donc vous êtes au refuge, tu appelles ta maman pour lui annoncer cette prise de décision. Et ma question, c'est de dire, dans quel état d'esprit tu descends? Est-ce que tu descends le Mont Blanc à ski totalement libéré en disant, waouh, ça y est, maintenant j'ai pris cette décision, j'oriente ma vie différemment? Comment s'est passée la descente? Est-ce que la descente, tu t'es senti libéré vers un nouvel objectif? Oui et non, parce que... Ou concentré quand même sur la descente, qui est ouais, quand même j'étais quand même bien concentré. Bon, après, on a quand même pris pas mal de plaisir parce que c'était une des rares fois où il y avait 50 cm de puff, vraiment pur, sur le Mont Blanc et sur la descente. Du Donc, coup, le kiff total. Ah, mais le kiff, mais vraiment pur et dur, quoi. Sincèrement, le gars, il me disait, ouais, on va peut-être pas aller jusqu'au sommet. J'étais si, on va quand même essayer. On va même monter les skis pour être sûr que ça passe pas. Et au pire, on redescendra les skis sur le dos. C'est pas grave, je m'en fous. Mais je vais prendre quand même les skis parce que le guide, il voulait laisser les skis en bas au refuge Valo. Et on montait juste à pied avec les chaussures de ski. Moi, je trouvais ça... Enfin, moi, j'étais non, on prend les skis, on voit commencer. Et si ça fait pas, on redescendra les skis. C'est pas grave. Mais on va porter quand même. Ah, génial. Génial.
À la descente, ouais, c'était magnifique. Enfin, tu sais, c'est comme s'il y avait une petite pression qui redescendait. Et en fait, j'étais concentré, mais je prenais vraiment du plaisir. Et j'étais, ouais. Ah, c'était un bon moment. Ouais, c'était ça. C'était un bon moment. Et avant qu'on rentre dans ce lancement de projet des 14 sommets depuis 8000, les études, ça se passe comment à ce moment-là? Parce que tu nous expliques effectivement que tu étais à distance avec cet accident et ces croisés qui t'ont obligé pendant 1 an et demi à faire de la convalescence. Mais est-ce que tu étais retourné dans le circuit classique? Est-ce que tu étais toujours à distance? Dans quelle étude tu étais à ce moment-là? Alors, moi, j'étais tout juste parce qu'il faut savoir que le bac en tant que sportif, on le passe en 4 ans. Avec le ski, on peut le passer en 4 ans. Moi, j'avais C'est un peu le statut de sportif de haut niveau. C'est ça. Et moi, j'avais fait en fait le même système, mais avec l'école à la maison. Mais quand tu dis 4 ans, c'est pas 4 ans à part la terminale, c'est seconde, première, terminale. C'est ces années-là que tu fais en 4 ans au lieu de 3. La première, la seconde, Ok. tu la passes en 2 ans en fait. Ok, d'accord. Très Tu bien. vois, comme ça, le bac, en fait, ça te dérange pas pendant les compétitions, tout ça. Et moi, j'avais demandé à l'école si c'était possible de faire 4 ans. Ouais, Et du donc coup, tu étais plutôt détente dans le. Ah ouais, moi, T'avais pas de stress. Moi, j'étais full détente. Hein. Et en plus, il y avait les résultats, du coup, ça allait, tu vois. Et en fait, j'ai continué l'école à la maison. Après, il faut savoir que quand j'ai fait de la phys, là, j'étais vraiment dans une école qui faisait le ski alpin pur et dur. Ça veut dire que l'entraînement, on skiait, mais l'après-midi, on avait à disposition des profs qui étaient là pour le soutien scolaire. Et Génial. le soir, Génial. on avait vraiment en fait tout ce qui était récupération, musculation, vraiment pur et dur. Et ça, c'était top. En fait, c'est tout ce que rêve un athlète. On enlève une charge de ses épaules pour son projet sportif. Et toi, tu as juste à te concentrer sur tes études et sur le ski. Nous, on avait la cantine le midi, le soir. Moi, j'étais en internat en plus. Tout ça, j'avais plus besoin de penser à ça. C'était top. Et en fait, quand moi, je suis parti du ski, là, je me suis retrouvé... Ok, faut que je fasse à manger le midi, le soir. Faut que je bosse les études. Et en plus de ça, faut que je fasse de la montagne. Et ouais, c'était un truc incroyable. Après le Mont Blanc, j'ai enchaîné beaucoup d'ascensions dans les Alpes avec des sommets mythiques, avec l'Eiger, le Matterhorn. Vraiment des beaux sommets. Moi, en France, à l'étranger. Ouais, en France, à l'étranger. Mais alors, à quel moment, parce que tu nous expliquais qu'il y avait quand même de l'écart entre la prise de décision et le projet des 14 sommets. Alors, quand tu me parles des 14 sommets, moi, je pense forcément à Nirmal Purja, c'est ça, Purja? Ouais. Excuse-moi pour la prononciation, mais c'est cet homme qui, avec ce documentaire sur Netflix, qui a enchaîné les 14 plus hauts sommets en 6 mois et 6 jours. Alors, à quel moment est arrivée cette envie de se dire, mais en fait, je vais aller faire les 14 sommets? Est-ce que c'était juste de faire les 14 sommets? Est-ce que c'était être le plus jeune à faire les 14 sommets? Comment est arrivé ce projet, en fait? Et comment est arrivé en fait en octobre 2021, j'ai eu la chance d'avoir en fait participé déjà à ma première expédition au Népal. Oui, mais comment elle est arrivée cette première expédition au Népal? Et en fait avec les contacts que je connaissais, les opportunités, en fait il y a eu une opportunité devant moi et je l'ai juste pris en me disant vas-y j'y vais, je vois comment c'est. Je vais aller grimper à l'étranger, c'était mon rêve. Au début je voulais aller en Amérique du Sud. Mais il n'y avait pas de projet de sommet depuis 8000 à ce moment-là. C'était juste je vais je vais grimper au Népal, je vais grimper un 6000, un 7000. Bon, je savais qu'au fond de la tête, un jour, il y allait avoir quand même le projet du 8000. Oui, un 8000, mais entre faire un 8000 et les faire tous, tu vois. Ah, mais il y a une énorme différence. Et en fait, là-bas, je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. Sincèrement, je suis tombé amoureux de ce pays, de cette communauté. Les Sherpas, la famille là-bas, ils ont rien. Et pourtant, ils essayent de donner... Ils ont rien, ils te donnent tout. C'est ça. C'est exactement ça. Et ça, j'ai en fait adoré. Moi, je suis rentré du Népal. J'étais, mais c'est incroyable comme sentiment en fait. Ces gens, ils ont rien et ils essayent de faire tout. Et j'étais là avec ma maman et je disais mais le Népal c'est incroyable. Sincèrement c'est incroyable comme pays. Quand tu dis avec ta maman, on sent dans les différents témoignages que j'ai pu lire, les différentes interviews que tu fais, on sent que la maman et ta maman est très présente. Est-ce qu'elle était à côté de toi? Est-ce qu'elle était à distance? Elle était à distance. Donc tu communiques quand même dans tes projets toujours. Ouais. D'ailleurs c'est une des rares personnes qui a le numéro satellite, sincèrement. Tu veux dire ton numéro, c'est ça? Ouais, j'ai un téléphone satellite. Et ouais, c'est même la seule personne qui a le numéro satellite parce qu'en fait, en expédition, s'il se passe quelque chose, moi, je peux l'appeler. Mais s'il y a un problème à la maison, tout ça... Elle peut te contacter. Elle peut me contacter, mais aussi, elle peut filtrer ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Pour pas démoraliser totalement. Parce que impacter le mental. C'est exactement ça. Là-haut, on rentre dans quand même un environnement qui est encore plus difficile que les Alpes, avec le sommeil, l'altitude, tout ça, et du coup, elle peut filtrer.
elle est très importante. Et pour la suite, pour un projet que j'ai mené, elle était là et elle a vu les galères que c'était, tout ça. Et en octobre 2021, je parlais autour de moi, tout ça, et je parlais. Et je me disais, putain, j'ai envie quand même d'aller tatiller un 8000, quoi. J'ai envie de tatiller un 8000. Et j'étais, est-ce que c'est pas possible de faire un 8000 avant les 18 ans ? Et c'est vraiment que là où le projet a commencé, j'ai parlé autour de moi de ce projet avec les Sherpas que je connaissais. Ils me disaient, ouais, tu peux le faire. Et j'étais OK, pas de souci. Donc là, on est en 2021. Ouais. Et effectivement, en 2022, t'en fais pas un, parce que t'en fais deux. Donc tu fais 2 8000. Et à cette occasion, tu prends d'ailleurs un record au Guinness. Hein. Au moment où on se parle, t'en as 4. Voilà. Ouais. Au moment où on se parle, t'en as 4. Ouais. Donc t'as chez toi 4 beaux trophées de record Guinness Book. Donc, mais donc effectivement, en 2022, tu en fais 2. Ce qui veut dire qu'au moment où on se parle, t'en as fait 12. Donc là, au moment où on enregistre l'épisode, on est en décembre 2023. Donc ça veut dire que cette année, en 2023, t'en as fait 10. Ouais. Alors explique-moi. Alors effectivement, sous les yeux, moi j'ai les dates. Hein, donc, ah ouais, t'as les dates. C'est bien ça. 15 mai 2022 et 24 mai 2022. Donc en mai 2022, t'en fais 2. Voilà. Donc là, tu vas nous expliquer le déclic de dire finalement, je vais faire les 14. Tu vas nous expliquer le jour, l'instant de la prise de décision. Et puis derrière, en 2023, ça s'enchaîne. Donc avril, tu fais l'Annapurna. Donc quasiment 7 mois, jour pour jour, au moment où on se parle. Tu étais au niveau de l'Annapurna. Avant d'ouvrir les micros, tu m'expliquais d'ailleurs que ça avait été difficile. Tu as quand même fait l'Everest. Enfin, je veux dire, voilà. Ça classe un homme, quoi, tu vois. Ça classe c'est un pas homme. mal. L'Everest, donc 8849 mètres, donc le 16 mai 2023. Et puis en juillet, alors là tu les enchaînes en juillet. Hein, donc il y en a un également en juin, mais en juillet, tu en fais 5. Voilà. 5 8000 en juillet 2023, dont le mythique K2. Alors il y a aussi le Nanga Parbat, qu'on connaît parce que ça a été quand même il y a quand même eu des drames sur beaucoup, mais celui-ci a été médiatisé notamment avec cette alpiniste Elisabeth Revol. Ouais, exactement. Ouais. Le K2, et puis il t'en reste 2. Hein, alors je les prononcerai pas parce que malheureusement je vais les déformer si je les prononce, mais il t'en reste un 8201 mètres et un 8027 mètres. Ouais, c'est le Choyu et Chapangma. C'est ça. Mais la décision... Donc tu fais les deux. Tu fais les deux en mai 2022. Est-ce que la décision de faire les 14, tu l'avais déjà quand tu fais ces deux-là, ou est-ce qu'elle est arrivée juste après ? Ouais, alors faut savoir déjà que on partait pour un seul 8000, le lot C. Je m'étais dit, un 8000 avant les 18 ans, c'est pas mal. C'est top, mal, ouais. Je me disais, voilà, c'est un beau projet, je pensais pas en faire 2. Je pensais pas faire les 14. Quand j'ai lancé ce premier projet de réaliser un 8000 avant les 18 ans, parce que je savais que c'était un gros coût financier. On va en parler après des sponsors. Ouais. Moi, par exemple, pour le premier sommet, j'ai décidé totalement, j'ai fait un truc qui est totalement différent. C'est que j'ai dit à mes parents que je veux pas qu'ils investissent, parce que je vais rentrer dans ce qui s'appelle la zone de la mort. Et au cas où, si je reviens pas de cette zone, j'avais pas envie qu'ils se disent merde, c'est nous qui l'avons envoyé. C'est nous qui avons financé. Ouais, c'est nous qui avons financé et c'est nous qui l'avons envoyé. Et voilà, c'est notre erreur. Et du coup, je voulais vraiment pas qu'ils aient ça. Du coup, le premier sommet, j'étais pas connu. J'avais pas de sponsor. Et je pouvais pas aller voir les sponsors en disant voilà, vous allez avoir un drapeau. Je suis pas médiatique. J'étais pas beaucoup sur Insta. J'étais pas sur TikTok. J'étais pas sur les plateformes, moi. Du tout. Et j'ai décidé en fait de mettre tout l'héritage de mon grand-père dedans. En me disant, je place tout et on voit. All in. Ouais, vas-y. On essaye de faire un fois double. C'est marrant ça, parce que ça veut dire que probablement dans toutes tes ascensions, ton grand-père est avec toi. Ah mais ouais. Mon grand-père... Indirectement, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est une bonne anecdote et ça, je vous le dirai après. C'est vraiment pas mal comme anecdote. Et... Là, tu fais un bon teasing. Ouais, là, c'est l'épisode jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Et je me souviens encore, en 2022, j'avais déjà mis tout l'argent pour l'expédition. Et après, je m'étais dit, le matériel, je verrai après. Tout. J'avais pris l'expédition, tout. Et après, je regarde le prix du matériel. On part sur une combi qui est à 1200 €. On part sur des chaussures qui sont à plus de 800 €. Ouais, parce que tu vas chercher des températures qui sont probablement entre moins 25, moins 50. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, ça rigole pas, quoi. Ouais, et j'étais, merde. Ça fait cher. Et je me souviens encore de prendre la décision un vendredi soir en disant, j'appelais un gars qui bossait pour faire du ménage, en fait, le samedi.
Et je lui avais son numéro, juste au cas où, pour me faire des petits sous. Et j'étais, est-ce que demain, tu peux me placer pour que je fasse des ménages, je suis libre le samedi, le dimanche. Et en fait, tous les Donc jours tu finances, en fait. Ouais, Tu fais des petits petits jobs ménages, voilà. pour financer ton projet. Ouais, pour acheter le matériel. reste du matériel, tout ça, même si c'est pas énorme comparé à une expédition de 8000, mais il faut quand même aller chercher le matos. Et j'étais, ok, et tous les samedis je bossais, et tous les dimanches je bossais, pour pouvoir en fait me payer le matériel, les billets d'avion, et donner en fait la prime au Sherpa du Summit Bonus. Et du coup, j'arrive au Lhotse, déjà 2 mois d'expédition. Pour mettre en sorte, c'est un 8000, c'est 2 mois d'expédition. On doit faire des paliers. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Demain, pourquoi en fait? Donc c'est Ouais. les paliers pour habituer, Habituer ton corps à mon l'altitude. corps à l'altitude, parce que on va se rentrer dans ce qui s'appelle la zone de la mort. Faut savoir que Elle est à combien cette zone de la mort? à 6800. 6800. On commence déjà à rentrer. Quand on parle de zone de la mort, tout le monde pense que c'est 8000, mais elle est juste un peu avant. C'est entre 6800 et 7500 mètres, à peu près. Ça dépend du temps, tout ça. Moi, je dis 6800, mais ça peut être un peu plus. Ça, c'était les bases quand j'y étais. Et du coup, c'est 2 mois d'expédition. Il faut déjà aller au camp de base en trek. Après, il faut rester au camp de base. Il faut faire la cérémonie, la puja, pour que les dieux, en fait, puissent te protéger, t'accepter et te laisser, en fait, la montagne et l'ouvrir. C'est comme ça que là-bas, c'est fait. Et j'ai adoré. Moi, j'ai adoré. Passer 2 mois dans un camp de base, à attendre, à essayer de checker les météos, tout ça. J'ai vachement appris sur mon premier sommet et je m'étais dit, ok, le Lhotse, je vais peut-être le faire sans ox. J'ai 17 ans. De toute façon, j'ai plus de sous financièrement. Je sais pas si je vais pouvoir revenir un jour. Et j'étais, ok, est-ce que c'est faisable sans oxygène? Sans ox. Et du coup, je monte et j'arrive au camp 3. Je fais, ok, c'est bon, mon corps est bien. Et Camp 3 avec combien d'altitude? 7200. À peu près. 7200, donc entre 7000 c'est entre 7000 et 7200. Donc tu dis, tu sens ton corps bien. Alors, mais quels sont les effets du manque d'oxygène sur le corps? C'est-à-dire tes pas sont plus lents, tes mouvements sont plus lents, t'es plus essoufflé. Mais carrément. C'est une énorme différence. C'est simple. On prend une personne qui a été à la mer, les 500 mètres, elle va les faire peut-être en 20 minutes. Grand maximum. Là-bas, les 500 mètres, je peux vous garantir qu'ils sont très lents. On met plus d'1 heure. Et t'es là, putain. Ouais. Ça avance pas. Ouais. Et j'arrive au camp 3 et je vois tout le monde qui met de l'ox. Et moi, j'étais, non, je tente. Et putain, j'allais vite d'habitude. Et là, tout le monde met l'oxygène. On dort. Et moi, la journée, j'avais déjà dormi sans oxygène. Et je monte au camp 4. Et je me vois tout le monde me dépasser. Et là, je peux vous garantir que en étant en compétition, j'étais putain, mais merde, c'est pas normal qu'ils me doublent. Ils étaient derrière moi tout le temps. Parce que c'est vrai que dormir, tu parlais de dormir effectivement avec l'oxygène, c'est vrai que ne serait-ce que dormir, alors je crois que d'après des études, mais là je parle du cyclisme ultra-distance, c'est vrai qu'il n'a rien à voir avec l'alpinisme. Quand tu fais des aventures, on te dit toujours que il faut pas dormir au-dessus de 1800, 2000 parce que ton corps, en fait, au-dessus de ces altitudes-là, il récupère pas, en fait. Ouais. Tu dors, mais en fait, ton corps, lui, il prend de l'énergie pour essayer de récupérer parce que t'es trop. Alors, j'imagine, ces altitudes-là, tu dois être... tu dors tout le temps. Quand tu n'es pas en mouvement, tu dors, ton corps est fatigué, se repose. Quand tu es en mouvement, en fait, tu marches, c'est très lent. C'est lent, ouais. Tu arrives fatigué dans un camp, hein, bien sûr. Mais dans le camp, ça va pas t'arrêter de faire tes affaires, de préparer pour le lendemain, de faire la nourriture, tout ça. Après, quand tu vas aller au lit, tu vas quand même essayer de caler entre 9h et 10h de sommeil, ce qui est déjà énorme pour aller en haute altitude. Il y a des gens qui dorment 2 heures parce que l'altitude, ils supportent vraiment pas. Mais t'essayes de te reposer. Sans oxygène, en fait, quand t'arrives à ces altitudes-là, ton corps ne se repose pas. Il commence, en fait, petit à petit à mourir en soi. Ton corps, il perd des fonctions, tout ça. Et moi, du coup, je vois tous ces gens-là et j'étais, mais putain, c'est pas normal que lui, il me double. C'est pas normal. Et j'arrive au camp 4 et je me souviens encore, je passe 3 heures au camp 4 à 7990 mètres d'altitude, 900 mètres au-dessus d'où je dormais. Et j'étais, ok, est-ce que je mets de l'ox? Est-ce que j'en mets pas? Moi, j'avais prévu le cas
au cas où si je mettais de l'ox, j'avais une bouteille avec moi, tout. Et j'étais là, 3 heures, tout ça, et je me dis, ok, le sommet est là, est-ce que je peux pas tenter 200 mètres de plus et voir? Et j'étais, ok, mais est-ce que ça vaut le coup? Et j'étais, t'as tout mis dedans. Moi, j'ai fait comme tu dis, j'ai fait un all-in et j'étais, vas-y, ça va passer. Et à la fin, j'ai pris la décision en fait de mettre l'oxygène parce que je voyais pas l'intérêt d'avoir perdu beaucoup d'argent quand même, on va pas se mentir, et de se dire ouais, j'ai même pas réussi le sommet quoi. Ça aurait fait un peu chier sans être méchant. Voilà. Et j'étais ok, je mets l'oxygène. Et je mets l'oxygène et là, je peux vous garantir que ce sentiment de retrouver l'air, de se dire ok, c'est bon, j'y vais. Et là, mon Sherpa et moi, du dernier camp jusqu'au sommet, on a mis 5 heures pour monter. Et c'était un truc énorme parce qu'il y avait plus de 500 mètres de dénivelé. D'habitude, ça prend à peu près 7 heures d'ascension. Nous, on le fait en 5 heures. On avait prévu le coup parce qu'on savait qu'on venait de mettre l'oxygène et on était ok, c'est bon, ça passe. On arrive au sommet. Et j'étais, mais c'est magnifique. J'adorais être là-haut, j'étais waouh. Et en plus, je voyais l'Everest où j'avais l'impression qu'il était à 10 km encore de moi et j'étais waouh, c'est magnifique, c'est Donc magnifique. là, tu nous parles du Makalu? Du Lhotse. Le tout premier. Ouais, c'est le tout premier. Donc là, c'est révélation, déclic. Ouais, en disant j'adore. Parce que là, tu parles des noms à l'Everest que tu vas faire un an quasiment jour pour jour aussi plus tard. Ouais, je voulais le faire le 15, mais j'ai pas réussi. Il y avait trop de mauvais temps. Ah ouais, c'est incroyable. Et puis derrière, donc tu redescends et c'est à ce moment-là, donc tu fais le deuxième 9 jours plus tard. À la descente, au camp 4, je regarde mon Sherpa, je lui fais, t'es bien mentalement? T'es bien physiquement? Il me fait, ouais. Pourquoi? Je fais, parce que moi, je suis bien mentalement. Il avait quel âge ton Sherpa, rappelle-moi? Il avait 26 ans. Hyper expérimenté, j'imagine. Ouais, lui, c'était la deuxième fois qu'il allait au Lhotse et c'était la première fois qu'il emmenait un oxygène. Alors, je peux vous garantir que là-bas, s'il m'arrivait un truc, lui, sa carrière, elle était foutue. C'était fini, ouais. Il a pris le risque. Et c'est pour ça que mon premier Sherpa, c'est une histoire. Hein. Est-ce que tu changes de Sherpa à chaque fois? Ouais, parce que c'est mes choix, mais c'est pas leur choix des fois. Du coup, j'essaye on va dire, donner... Et c'est toi qui choisis ou c'est la compagnie par laquelle tu passes ça dépend. Qui t'attribue ça le dépend, Sherpa? en fait, ils disent, ok, lui, il peut être pas mal, il a déjà fait le sommet, tac. Et moi, j'essaye, pour mes 2 premiers, j'étais dans l'objectif de, ok, il faut un Sherpa qui ait déjà fait le sommet, tout, quand même, parce que, voilà. Du coup, lui, il n'avait pas déjà fait le sommet du Makalu. Du coup, j'avais pris la décision de changer en disant, mec, désolé, mais... Je prends quelqu'un d'expérimenté qui l'a déjà fait. Qui l'a déjà fait. Et lui, il a pas eu la chance, on va dire, de faire un 8000 encore sur cette expédition-là. Du coup, faut faire profiter aussi les autres en disant, voilà, comme ça, tout le monde... et on va dire payer quand même. C'est intéressant. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Parce que tu l'as dit, il y a des primes au sommet. Hein. Ouais, ils ont déjà un revenu, on va dire, parce qu'il y a tout un travail qui te font aller dans l'aventure. Après, faire un sommet, c'est pas garanti quand tu te lances dans ce genre de choses. Et donc, il y a cette prime au sommet. Il y a cette prime de sommet. Et du coup, moi, j'étais... toi, t'as déjà reçu ta prime en soi, voilà. On répartit dans l'équipe. Ouais, on va répartir. Moi, je vais prendre celui-là, comme ça, lui, il a pas fait un sommet du 1000 cette année-là. Du coup, c'est normal qu'il vienne avec moi, qu'il reçoit un salaire pour y aller et qu'il reçoit son sommet de bonus. Et j'étais à la descente et j'étais, ok, est-ce que l'Everest? Non, l'Everest, trop cher. Il me demandait 40 000 de plus. Alors c'est quoi un budget moyen? Parce qu'effectivement, je pense que comme tu l'as dit, il y a un budget par ascension, tu as un budget. Mais faire l'Everest, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait, bien évidemment, je ne l'ai pas en tête, mais si jamais, après cette conversation, je me dis, mais moi aussi, je vais aller faire un 8000. Mais carrément, viens. Alors viens. Le budget, c'est quoi? Un budget, c'est quoi? À peu près entre 40 000 et 60 000 euros. Après, ça dépend de l'équipe que tu prends. Si tu veux plusieurs Sherpas, si tu veux créer ton propre équipe, tout ça. Du coup, c'est vraiment selon ton projet aussi, selon tes besoins en altitude, selon... ta préparation, probablement aussi. Ouais, mais on est à peu près entre 40 000 et 60 000 pour l'Everest. Après, pour le Lhotse, on est à 20 000. Ça vraiment, tu vois, ça dépend des sommets. Et du coup, j'étais, mais ok, l'Everest, trop cher. Le Makalu, je suis acclimaté. Oh, ça va, c'est raisonnable. J'ai le permis à payer et juste le salaire du Sherpa. J'étais ok. Et je regarde mon compte et je fais ok. Bon, je devais passer le permis. Bon, ça va sauter. Je devais passer mon truc de parapente. Bon, ça va sauter aussi. Et j'étais ok. Bon, on va y aller. Et je me souviens encore.
On arrive au camp de base. Et là, on prend les sacs et on se met à marcher. Et là, on se dit, ok, c'est bon. Ce jour-là, le 24 mai, on va faire le sommet. Et j'étais, ok. 9 jours plus tard, on avait déjà fait le Lhotse, 4e sommet du monde, le Makalu, 4e sommet du monde. Et on était, ok, c'est bon. Et je me souviens encore, à la redescendre, mais on était tellement joyeux. Et j'étais, ok, mais je veux revivre cette expérience à fond. Je veux revivre vraiment ce moment. Ouais, c'est vrai que tu as fait le 4e et le 5e sommet le plus haut du monde en 9 jours. Et tu as toujours pas répondu à ma question, mais le fait de se dire je fais les 14, il est arrivé là, à ce moment-là. Ouais, Là, tu t'es dit c'est bon. Ouais, il est arrivé là. Ouais, Vraiment, génial. pas encore à la descente, mais j'ai envie en fait de retourner là-haut. J'ai vraiment envie. Et Retourner là-haut. Ouais, de retourner là-haut, c'est incroyable. Enfin, comme sensation de Comme tu sentir. décris, on dirait presque un manque, tu vois, en fait. Quand Ouais, tu redescends, c'est comme une drogue. Ouais, ouais. C'est une drogue dure. Hein. Elle coûte beaucoup d'argent aussi. Bah ouais, parce que j'imagine que c'est un budget. Alors, après Ouais. avoir fait ces deux-là, on va arriver sur le chapitre un peu partenaire-sponsor. Parce que l'année 2003, t'en fais 10. Enfin, je sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent compte de la chance que j'ai d'avoir en face de moi un jeune de 19 ans qui a fait les 12 plus hauts sommets, quoi. Enfin, quand on parle du sport outdoor, c'est juste exceptionnel. Et ce jeune homme, il en a fait 10 il y a quelques mois seulement. Donc, parle-nous budget. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ces deux-là, tu t'es dit, OK, alors tout ce que tu as dit, le permis de parapente, tout ça, ça va sauter. Focus sur cet objectif-là. Comment tu as mis en place les choses derrière pour financer tout ça? Est-ce que là, après avoir fait les deux, tu t'es senti avoir un peu plus de crédit pour aller chercher des partenaires, mais que ce soit de la dotation matérielle, du financement? Totalement, parce que en fait, quand j'ai fait ces 2 premiers sommets, j'ai eu un impact sur les réseaux sociaux qui était énorme. J'étais à 500 abonnés au début de l'expédition, je me suis retrouvé à 3000 d'un coup. Après, ça faisait que de monter, parce qu'on parlait de moi un peu plus, on parlait, et c'était incroyable. Et en fait, j'ai vraiment pris la décision de faire les 14, mais dans l'avion. J'étais dans l'avion, j'étais ok. Bon, 3 ans, c'est pas mal pour faire les 14. Et après, j'étais, mais pourquoi 3 ans? J'en ai réalisé 2 en 9 jours. C'est faisable d'enchaîner pas mal. Je me dis, ok, 2 ans, c'est pas mal. J'en fais 6 par année, c'est pas mal. Et après, je regarde, je fais, mais non, mais t'en as fait 2 encore en 9 jours. Et j'étais, ok, je fais les 14 en 18 mois au total. Pourquoi 14 ? Enfin, pourquoi 18 mois ? Parce que j'avais fait mes 2 premiers sommets avant les 18 ans. Je trouvais un peu... 18, ouais, je trouvais le jeu de mots sympa. Bon, maintenant, je retrouve que c'est pas terrible en soi. Avec le recul? Ouais, avec le recul, j'étais bon. En plus, on n'a pas réussi, quoi. Ça... Non, mais c'est intéressant voilà. de comprendre le cheminement. Alors aujourd'hui, tu parlais d'Insta, tu as commencé à 500 abonnés l'aventure, tu as plus de 25 000 aujourd'hui. Ouais. Probablement, ça va doubler dans l'année qui va venir avec l'exploit que tu nous prépares. Donc, tu es parti effectivement sur les 14. Et là, tu reprends cette marche en avant en 2023. C'est des noms qui font rêver, hein, qui marquent le sport international, l'Annapurna, l'Everest. Quand je vois tous ces noms, le Nanga Parbat, effectivement, où il y a eu effectivement cet incident dramatique, et là, je pense à ta famille, en fait. C'est-à-dire que je pense à ta famille, c'est-à-dire que effectivement, tu nous as parlé de la mort, donc quelle relation tu as avec ça quand tu rentres dans cette zone? Quelle relation tu as avec ta famille quand tu parles de tes projets? Comment ça se passe sur cette relation avec la mort? Parce qu'il y a d'autres personnes avant toi qui ont voulu se lancer dans cette course aux 14. Tu es le plus jeune, parce que je crois qu'il y en avait un autre, un Américain qui avait tenté de le faire également, qui malheureusement au 10e a perdu la vie. Quelle relation tu as avec ça? Faut savoir que moi, ma famille, elle est très supportive. Quand moi, je leur ai dit le projet 14, ils m'ont dit, essaye et on voit. Et ils m'ont aidé, sincèrement, le plus possible. Parce qu'ils partent du principe que moi, ils m'ont retrouvé des dizaines de fois à l'hôpital. Hein. On va pas se mentir, j'ai des traumatismes crâniens. Ouais, t'es un casse-cou à la base. Dans le ski alpin, j'aimais bien aller faire le petit tour et aller voir les docteurs et aller dans les images, on va dire. J'ai cassé beaucoup de fois mes mains. J'ai eu une suspicion d'avoir un moment cassé mon dos. J'ai eu 4 ou 5 traumatismes crâniens. J'ai eu des suspicions de ligaments croisés encore cassés, tout ça. Et pourquoi ça ? Parce que en fait, dans le ski alpin, comment ça se passait, c'est que des fois, je prenais pas les décisions en fait si je le sentais ou pas. Même si je le sentais pas, il fallait y aller.
Et souvent, quand je le sentais pas, je finissais dans les filets avec les skis comme ça et le dos parti à gauche, à droite et la tête. Ouh. Et là-haut, en fait, c'est mes décisions. C'est si je me le sens ou pas de le faire à cette date-là ou pas. Et comment je rationne en fait ce côté risqué de pas revenir, c'est que je me dis que c'est ma passion et que si j'ai envie de continuer ma passion, il faut que je prenne le risque. C'est plus fort que moi. Et quand j'étais, par exemple, très jeune, j'étais déjà à Chamonix. Du coup, on a quand même, tu vis avec ça. Cette ambiance. Ouais, tu vis avec cette ambiance de, ok, il est mort, tout ça. Toi, j'avais fait un épisode. Alors, j'ai fait plusieurs épisodes avec des Beaucoup chamoniards. Ouais, en fait, ce qu'il m'expliquait, c'est que 285. Quand tu vis à Chamonix. Quand tu décides de vivre dans cette région, en tout cas, et plus particulièrement au cœur des Alpes à Chamonix, tu enterres un ami par semaine, quoi. Ouais. Voilà, c'est vrai que malheureusement, c'est la fatalité de la haute montagne, mais c'est intéressant d'avoir ton approche et ta vision et ta prise de hauteur sur ça. Donc voilà, je voulais juste... et c'est vrai que tu as expliqué également, je l'ai lu dans un de tes interviews, tu disais là-haut, il faut être carré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place... Quand tu montes dans ces altitudes-là, il faut que les décisions, comme tu l'as dit, il faut qu'elles soient nettes, précises, carrées. Il n'y a pas de place pour le hasard, en fait. Non, vraiment, il n'y a pas de place dans le hasard. Surtout à cette altitude-là, parce que, comme je le répète, c'est qu'on rentre vraiment dans cette zone où tu as moins de 25% de ton cerveau qui marche. Et ça, c'est incroyable. Et sincèrement, c'est des grosses décisions. D'oxygène. Ouais, parce qu'en fait, ton cerveau, il n'est pas alimenté. Et t'es là, t'es OK. Et t'essayes toujours de prendre les meilleures décisions. Alors moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai quand même une équipe de choc avec moi. C'est des Sherpas qui sont... c'est des malades mentales. Hein. Sincèrement, là, par exemple, je vais citer un sommet, le K2. Mon Sherpa et moi, on n'a pas dormi pendant plus de 36 heures. Et il était au taquet. Hein. Et il n'arrêtait pas. Pas dormi, pourquoi? Les conditions étaient compliquées On avait une fenêtre météo qui était trop courte. Du coup, on est parti du camp de base. On a fait 5 heures de repos au camp 2. Et après, on a enchaîné plus de 17 heures au sommet. Et après, on est redescendu direct au camp de base. Et grâce, en fait, à cette équipe, tout ça, on arrive quand même à prendre des bonnes décisions. Parce que mes Sherpas, ils sont jeunes. Mais ils sont là avec moi. Et en fait, on essaye de prendre le meilleur de chacun de l'autre pour essayer de prendre une bonne décision. Par exemple, sur un sommet, moi, j'ai des météorologues qui me donnent un update de la météo toutes les 4 heures. J'allais avoir une question sur les datas, justement. Ouais, toutes les 4 heures, j'ai un update pour savoir le météo pour les prochaines 4 heures. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui permet de prendre les décisions les plus précises. C'est ça. Après, on va pas se mentir, des fois, la météo sur le téléphone, ils disent que c'est beau, et là-haut, il y a du vent à 60 km/h. C'est arrivé déjà, d'ailleurs sur l'Everest, où l'Everest... Moi, j'ai envoyé un texto à ma maman parce que les météorologues, ils me disaient pas le bon truc. J'envoie à ma maman, je lui dis d'aller sur un site. Elle me donne la météo, ouais, grand beau, pas de vent, tout ça. Et la tente, elle se pliait sur moi, genre littéralement. Et vous êtes sûr là quand même, parce que... Faut vous tromper pas de sommet. Ouais, parce que là c'est risqué, on va dire. Et ouais, les datas, c'est ce qui est le plus important. Mais il y a aussi comment l'équipe est programmée dans la tête. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai fait le choix de prendre 12 Sherpas pour 12 différents sommets. Parce que je sais très bien que si j'arrive sur le sommet, moi, je vais être fatigué. Mais mon Sherpa, il n'aura pas déjà tout fait en amont les sommets. Du coup, en fait, il sera frais mentalement et il sera frais physiquement et se dire, OK, voilà. Et moi, j'ai besoin de gars qui soient, OK, on va y aller et on va pousser. Et voilà. Et pour eux, c'est le premier. Pour eux, c'est le premier. Et ce que tu veux dire. Leur seul sommet de la saison. Ça veut dire qu'ils vont aller sur ce sommet-là, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Moi, j'arrive, tac, on va monter ensemble. Et là, par contre, eux, vu qu'ils sont frais, en fait, ils vont me donner aussi cette énergie. Ouais, complètement. Non, mais c'est très intelligent de ta part. De pousser. Parce que moi, je suis fatigué mentalement, je suis éreinté. Hein. Mentalement, de gérer les financements à côté, tout ça, oh putain, je suis dans le rouge. Là. Ouais, c'est un vrai appui. Non, mais c'est un vrai appui. Le Sherpa est un vrai appui. Et puis, parle-nous de ces transitions. Parce que c'est vrai que je t'ai parlé tout à l'heure du héros népalais Nirmal Purja, qui effectivement a eu ce record de rapidité. Hein. Il y avait eu un très très bel article dans l'équipe. Il y avait eu un documentaire aussi sur Netflix qui explique comment il enchaîne en 6 mois, 6 jours les 14 plus hauts sommets. Mais ça s'est fait avec un coût de millions d'euros, de dollars, ou je ne sais pas quelle est la monnaie au Népal. Mais voilà, mais ça s'est fait vraiment avec beaucoup d'argent et ça avait été quand même critiqué. Après, on y voit l'exploit ou pas. Mais toujours est-il que comment toi, ça se passait, les transferts entre justement les différents
les différents sommets? Est-ce que tu les fais à pied? Est-ce que tu profites d'un hélico qui est de passage par là? Comment ça se passe? Par exemple, au Pakistan, on en a enchaîné 5 en 26 jours sans utiliser d'hélicoptère. Ça veut dire qu'on courait des fois. Non, mais littéralement, on avait un sac de 20 kilos et on courait entre les camps de base pour se dire, ok, parce qu'il y a la fenêtre météo, on va aller. Et on courait, mais des trucs de malade. Il y avait des jours, même pour aller au camp de base, on dormait pas. Hein. On marchait la nuit. Et les ânes, je me souviens encore, moi je suis arrivé au K2, il était minuit au camp de base. Les ânes ne sont pas arrivés avant 4h du matin. Et je savais que, en fait, mon Sherpa et moi et l'équipe, on était là sur les chaises comme ça. Et on dormait, on essayait de dormir et on était, ok, on va mettre le chauffage à fond. Avec les bouteilles d'eau chaude qu'on avait, on se les mettait dans le ventre et on était comme ça, ok, allez. Essaye de t'endormir juste 2 heures, ça peut être bien. Mais ouais, logistiquement, c'est un truc de malade parce que on a des équipements à prendre, on a des bouteilles d'oxygène, on a des cordes des fois parce qu'il faut fixer des fois la montagne aussi. C'est incroyable mentalement et physiquement. Mais je pense la plus grosse partie, c'est en fait de ne pas faire douter son équipe. C'est de ne pas montrer à ton équipe que t'es là, t'es pas mentalement. Que toi, t'es pas bien. Ouais, parce que ton équipe, ils sont vachement tout le temps près de toi. Ça devient vraiment de type comme des frères, quoi. Ils sont là, ils sont tout le temps avec toi. Tu partages des choses que pas beaucoup de monde peuvent partager avec des Sherpas. Tu manges avec eux, ils t'apprennent leurs méthodes, tu leur apprends tes méthodes. Tout ça, tu deviens vraiment une petite famille en soi, dans le sens où on est tout le temps ensemble. Et moi, comment je faisais, c'est que je voulais pas leur montrer mes doutes parce que je me disais, ils vont pas se donner à fond sinon. Si je leur montre que je doute, eux, ils vont se dire, ouais, mais à quoi ça sert? Ce que tu dis, les Sherpas qui t'accompagnent, l'équipe qui t'accompagne, est-ce qu'ils sont informés de ton projet des 14 ? Ouais. C'est un bon nom, hein, je trouve, les 14, voilà. Ça met direct dans la sauce. Ouais, mais est-ce qu'ils sont informés de ta volonté ? Est-ce qu'ils sont informés de ton âge ? Probablement que oui. Et quelle relation ils ont avec ça ? Parce que des clients, ils en ont probablement régulièrement. Ce que tu fais est un exploit, mais pour eux, ils sont toujours dans la montagne, ils vivent dans la montagne, c'est leur job, c'est leur travail. Donc tu fais les choses différemment quand c'est ton travail et que c'est ta passion ou que tu as un projet vraiment et envie de réaliser cet exploit. Mais toi, tu dois être un client particulier, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire que tu es là pour réaliser l'exploit d'être le plus jeune, parce qu'aujourd'hui, tu as 19 ans, mais tu es le Français le plus capé à plus de 8000, quoi. C'est ça tu vois ce que je veux dire ? Tu as 19 ans et tu es le Français le plus capé à plus de 8000. Donc, j'ose imaginer leur excitation, même s'ils peuvent être lassés parfois de monter un Américain, un Anglais, un Suisse, un Français au sommet pour tant d'argent. Toi, le projet, il est concret, il est réel, il prend forme au fur et à mesure, il s'est accéléré en juillet avec 5 sommets, qui fait que là, tu es à 2 sommets de cet exploit. Quelle relation tu as avec ton équipe de Sherpa par rapport à ce projet-là ? Déjà, on a une relation qui est unique. Sincèrement, ils sont là. Moi, après, comment j'ai fait le projet, c'est que j'ai pris des Sherpas très jeunes. Par exemple, sur l'Everest, mon Sherpa, il avait 22 ans. C'était la première fois qu'il supportait un enfant, j'étais encore un enfant de 18 ans, qui allait faire l'Everest. Et lui, entre lui et moi, on avait 4 ans de différence. Et lui, c'était la première fois qu'il guidait, qu'il était là en tant que guide et pas en tant qu'assistance d'un Sherpa. Et en fait, je prends que des jeunes pour une seule bonne raison, c'est que le projet, d'accord, il est personnel, mais on veut en fait que... Tu vas marquer. Alors toi, tu vas marquer l'histoire, très clairement. Ouais, mais toi, tu vas être marqué à vie aussi, mais je veux dire, tu marques toute une génération et surtout, tu vas avoir un impact dans la vie de tes Sherpas, parce qu'effectivement, c'est leur premier... tu vas écrire une histoire avec 12 Sherpas différents, quelque part. C'est ça, et c'est pour ça qu'en fait, on voulait des Sherpas jeunes, parce que les Sherpas jeunes, des fois, ils ont du mal à trouver leurs premiers clients qui veulent tout ça. Et moi, moi, je prends que des jeunes. Je m'en fous s'ils n'ont jamais fait le sommet. Je m'en fous s'ils n'ont pas l'expérience en soi. Parce que je savais que moi, mon expérience de montagne, tout ça, elle était suffisante pour, on va dire, me sortir de la merde. Je pouvais me sortir des situations délicates comme ça. Et eux, ils étaient là et ils pouvaient se dire, ok, mais en fait, j'ai fait ce projet-là. Et derrière, ils pouvaient se dire, ouais, mais j'ai été dans ce projet-là. J'ai été là. Et je sais que ça peut en fait leur donner un impact médiatiquement et tout. Parce qu'ils peuvent se dire, ok, moi, j'ai participé à ce projet-là. J'ai fait cette montagne-là. J'ai poussé des limites au-delà de ce qu'on pensait. Parce que moi, mes Sherpas du Pakistan, comme je disais, ils dormaient pas pendant 36 heures parce qu'ils savaient que
Il fallait que je cours et que j'étais... Bon, on monte et voilà. Et ils étaient là, ils disaient, ouais, on y va. Mais je pense que ces Sherpas, c'est des malades mentales. Sincèrement. Non, mais c'est marrant parce que moi je t'écoute depuis quasiment 1 heure. Et en fait, tu en parles comme si c'était quelque chose de classique, de normal. Tu vois, je veux dire, j'ai en face de moi quelqu'un qui a fait 12 sommets de plus de 8000, et toi, tu en parles. On ressent pas, dans ce que tu décris, on ressent pas la peur, on ressent pas la difficulté. Alors un peu aussi quand même, tu le décris, mais ça reste accessible pour tout le monde. Est-ce que tu penses aujourd'hui, des personnes qui nous écoutent, qui à un moment donné se disent, je plaque tout, j'y vais, est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde ? Sincèrement, s'il y a l'entraînement derrière et la volonté, ça ne sera pas faisable dans l'année directement, parce qu'il faut faire des paliers, il faut aller à 4000, il faut aller à 5000, il faut aller à 7000, et tout, vraiment prendre du temps. Si quelqu'un se dit, dans les 3 ans, je fais un 8000, ouais, c'est possible. S'il a tout l'entraînement derrière, et s'il a vraiment cette volonté, volonté, l'engagement. Ouais, c'est vraiment cette discipline de se lever le matin. Ouais, parce qu'on sent vraiment que... On sent en toi qu'il y a cet engagement entier à réaliser ce projet, très clairement. Et ça, c'est le plus important. Mais en 3 ans, c'est largement faisable. Parle-nous de l'Everest. Il se passe quoi quand on est au sommet du toit du monde ? Alors, et qu'on a le monde à ses pieds. Alors, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, l'Everest, j'ai une anecdote très particulière. Il faut savoir on a fait le sommet le 16 mai 2023. On avait du vent comme pas possible. Au point, comme je disais, la tente se pliait sur nous. Toutes les équipes ont abandonné. On était la seule équipe là-haut. Et on était, ok, est-ce que c'est faisable ? Et au final, on s'est orienté parce que la montagne était comme ça, le vent venait comme ça. Et on était, ok, c'est faisable, on va avoir le soleil quand on va arriver dans la partie où il y a le plus de vent, on va se réchauffer. Et du coup, on décide d'y aller. Et on était là, on décide, on marche toute la nuit. On est parti à 1h du matin et on a marché. Et on arrive au sommet sud. Alors déjà, moi, je vois sincèrement la courbure de la Terre. Ça, vous me croyez. Ça, je l'ai lu dans une de tes interviews. Ouais, ça, vous me croyez ou pas, mais je peux vous garantir. On va te croire parce qu'on pourra pas aller le vérifier. C'est l'avantage. on va pas aller le vérifier, mais par contre, on va l'imaginer. Parce que quand tu es à 8000, là, le sommet de l'Everest, 8849 mètres, tu vois, c'est marrant parce que j'ai la chance, je le dis souvent, mais c'est vrai que je mesure à chaque fois la chance que j'ai d'avoir en face de moi des gens exceptionnels. Et à chaque fois, je le partage à mes enfants. J'ai Victoria qui a 9 ans et Zadig qui a 8 ans, et je leur dis, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui ou tu sais ce que je vais faire demain, et je leur dis qui je vais rencontrer et ce qu'ils ont fait. Et je leur expliquais, parce qu'ils n'ont pas vraiment la notion, tu sais, de 8849 mètres d'altitude, à combien c'est, tu vois, quand je pose la question à mes enfants, est-ce que vous savez à combien est le plus haut sommet du monde, ils n'ont pas vraiment cette notion d'altitude. Et je leur dis, tu vois, les avions, quand tu vois une traînée dans le ciel, on est quasiment à cette hauteur-là, en fait, tu vois. Et donc, quand tu prends l'avion, tu peux voir effectivement un peu cette courbure. Ouais. Donc, on peut imaginer ce que tu décris. Ouais, non, mais c'était incroyable. Et on voit cette courbure. Et moi, je m'arrête. Sincèrement, je m'arrête. Et j'étais là en train de regarder. Combien de temps on reste là-haut d'ailleurs ? Est-ce qu'on reste très peu de temps ? Parce que nous, après qu'on s'est arrêté après la courbure de la Terre, on a réalisé qu'il y avait une personne en danger. Elle était restée toute la nuit au sommet sans gants, sans oxygène. Compliqué. Ouais, grosse pression. Sans gants, là, c'est quoi ? Là, c'est engelure direct. Parce qu'en plus, là, avec le vent, là, il faisait moins 50. Ouais, donc tu peux pas laisser ne serait-ce que 2 minutes. Ça te pince tout de suite le doigt. Donc une nuit, c'est compliqué d'y récupérer. C'est pour ça. Et c'est pour ça que moi, je suis le plus heureux avec mon équipe. Il y a un des Sherpas qui était dans l'équipe, que lui, il a pris la décision de ne pas aller au sommet directement. Il a dit « I stay here », je reste là. Et je le prépare à la descente, parce qu'il faut savoir que descendre une personne à plus de 8600 mètres d'altitude... Tu parlais tout à l'heure de s'habituer au palier, mais pour la descente, c'est ça aussi. Ouais, c'est encore plus dur. Et en plus, quand on a une personne qui est en danger et qu'il faut secourir, du coup, lui, il reste là. Et du coup, on lui met de l'oxygène, on lui met les gants, on lui donne de l'eau chaude, tout ça, on essaye de le réchauffer et on le prépare à la descente. Et le Sherpa, nous, on savait que ça allait prendre la préparation 1h30. On était à 20 minutes du sommet. Du coup, on décide, ok, nous, on va aller au sommet. Le temps que tu le prépares, on fait le sommet. Et après, on redescend pour t'aider. Et du coup, on redescend. La préparation était presque finie. Du coup, on finit de préparer. Et là, on commence à entamer la descente en plus. On nous dit qu'il y a une équipe de secours qui arrive de son équipe pour le secourir.
on les voit pas. Du coup, nous, on dit, ok, on va quand même le descendre parce que là, c'est On le vraiment... prend en charge. Ouais, c'est vraiment trop risqué. On arrive au balconier, on voit toujours personne. Ok, on dit, ok, on va le descendre au camp 4. On le descend au camp 4 et on venait de voir d'arriver son équipe de secours. Son équipe de secours, ils étaient très fatigués. Vraiment... En gros, ce que tu es en train de nous dire, que si vous n'auriez pas récupéré cette personne, Ah il ouais. serait Il serait décédé. Ouais. Ouais. Il serait, sincèrement, il n'aurait pas survécu plus. Et on le prend. Et du coup, l'équipe de secours, elle est là et elle nous dit, ok, moi, je vais aller dormir un peu parce que je suis très fatigué. Et moi, il faut savoir que j'ai une politique qui est très stricte. C'est qu'on ne dort pas au-dessus du mur. C'est même si on est fatigué et qu'on s'assoit dans la neige, s'il faut que je te mette des tartes pour que tu te réveilles, tu vas en recevoir. Sincèrement, parce que tu peux pas dormir à cette altitude-là si tu es fatigué, parce que on sait très bien ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir, en fait, tu vas décéder dans ton sommeil. Tu travailleras pas. Ouais, voilà. Et j'étais, ok, allez dormir, ça c'est vous, mais faites gaffe. Du coup, nous, moi et mon équipe, on le donne, on le met dans la tente, il a l'oxygène, il a tout, on lui avait mis les lunettes de soleil, tout, et on le laisse. Et on arrive au camp 3 et ils nous disent, le gars s'est pas réveillé. Il s'est pas du tout réveillé. Et du coup, on se disait, ok, mais merde, parce que nous, on était là-haut, on avait un gars qu'on aurait pu secourir et le descendre au camp 3 et qu'après un hélico aurait pu venir le chercher. Du coup, on se dit, putain, mais on a le gars, on l'a redescendu, on a fait tous ces efforts et peut-être qu'il va pas passer à la nuit. Et au final, ce gars-là, il avait une volonté tellement énorme de survivre qu'il a passé encore une nuit au camp 4 de l'Everest pour qu'après une autre équipe le redescende. Et maintenant, il va bien. Mais belle histoire. ça, c'est l'Everest, c'est incroyable. Belle histoire. Et l'Annapurna, tu me disais hors micro juste avant que c'était compliqué l'Annapurna. Ouais, l'Annapurna, il y a des avalanches de partout, on va pas se mentir. Hein. Mais ouais, l'Annapurna, c'était très compliqué parce que, en fait, moi, j'étais avec mon Sherpa et il y avait plus de corde à un moment et il fallait qu'on fixe jusqu'au sommet. Et j'étais, tu vas aller aider. Moi, je peux pas aller aider encore. Là, il faut que je prépare tout ça. Du coup, je dis, va avec eux et va aider. Alors, ils ont bien avancé vite, hein, parce que moi, j'ai pas pu les rattraper. Et j'étais, ok, moi, je vais porter mes bouteilles d'ox. Toi, tu pars et tu aides. Ok, pas de souci. Et au final, l'Annapurna, je me suis retrouvé tout seul pendant plus de 17 heures dans le noir avec ma petite lampe torche en train d'éclairer. Je voyais pas de lampe torche à l'avant, je voyais pas de lampe torche à l'arrière et j'entendais des avalanches. Mais pas de cette montagne. Mais en fait, vu que ça fait écho, t'as l'impression que c'est tout près de toi. Et t'es là, putain, je suis tout seul. Et là, je peux vous garantir qu'on pense à des trucs qu'on veut pas penser. on veut vraiment pas y penser. Moi, à un moment, je me suis dit, ils m'ont peut-être abandonné sur la montagne quand même. Tout ça. Et au final, je me suis retrouvé, des fois... Mais comment tu t'orientes ? Je veux dire, tu suis un chemin, t'es tout seul. Ouais, en fait, tu repères des choses. Tu vois, moi, j'avais déjà repéré l'itinéraire qu'on allait prendre. Il y avait le sommet là. Je savais que le sommet était vers là-bas. Je savais à peu près combien de temps il y avait. Il y a beaucoup d'aléatoires dans ce que tu décris. Ouais, il y a quand même beaucoup d'aléatoires. 17 heures tout seul dans la montagne, à une altitude folle, avec des températures glaciales. Après, moi, j'ai GPS. Ça, c'est un énorme avantage. Et avec le point de mon Sherpa, du coup, je sais vers où il est. Mais ouais, quand j'ai douté en me disant est-ce qu'ils m'ont pas abandonné, j'ai sorti le GPS pour voir où il était quand même, en me disant ouais, c'est bon. Ouais, c'est incroyable, toutes les aventures. Tu vois, quand on parle, je me dis, mais quand est-ce que ce gars-là va sortir un bouquin ? Probablement une fois que tu auras fait les 14. Ça, c'est clair pour nous raconter tout ça, parce que ça, on est dans un épisode du podcast, on peut pas parler toute une journée, même si j'aimerais, mais tous ces détails-là, j'ai hâte de pouvoir lire ton futur livre pour nous expliquer justement tous ces détails-là qui sont juste effrayants, mais passionnants. On va pas non plus faire tous les sommets, parce que sinon, il y en a beaucoup trop, puis en termes de prononciation, je risquerais de les écorcher, voilà, par le cadeau que je peux dire facilement. L'Everest, l'Annapurna, voilà, mais est-ce qu'à un moment donné, alors tu dois rester probablement focus, parce qu'il t'en reste 2. Donc il faut rester concentré, focus. Même le dernier, c'est aussi, tu peux avoir la tentation de se relâcher et te dire que le dernier que tu vas faire, c'est le moins haut, hein, il est à 8027 mètres, mais on est au-dessus de 8000, il fait partie des 14. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu vraiment peur ? Ouais. Alors, il y a j'ai eu peur, mais bon, voilà, mais vraiment, où tu sens l'instinct de survie qui est là. Ouais, beaucoup déjà sur les secours. On a fait pas mal de secours. Moi, j'ai vu des avalanches avec des gens dedans.
Moi, je suis passé à 50 mètres d'une avalanche avec mon Sherpa parce on s'était dit on part 2 heures plus tard que les autres. Et au final, c'était le meilleur choix parce que sinon, on était dedans. Et en fait, C'est-à-dire que les autres sont morts. les autres sont pas morts parce que il y avait une équipe derrière. Du coup, en fait, on a vu l'avalanche. On voyait, c'était pas une grosse avalanche, c'était un sérac qui est tombé et qui s'est parti comme une avalanche. Et après, nous, on se disait, ok, bah il faut aller secourir. Du coup, en fait, on savait où ils étaient parce qu'on avait un peu repéré quand l'avalanche est tombée. Et du coup, on essayait de secourir le plus de personnes, sortir des gens, tout ça. Ce que tu veux dire, c'est que tu as côtoyé la mort, en fait, c'est ça? Ouais. Bah, à 8000, on l'a côtoie beaucoup. Hein. Les avalanches, tout ça. Mais je pense que le plus gros moment de doute, moi, j'ai été coincé pendant plus de 3 heures sur le K2, à 8300 mètres d'altitude. On voyait rien à 5 mètres, tellement il y avait du brouillard. Il y avait de la neige comme pas possible. Et en plus de ça, il y avait 70 km/h de vent qui se mettait sur nous. Et on avait peur de bouger parce qu'à gauche, il y avait 3000 mètres de vide. À droite, il y avait 3000 mètres de vide. Et là, je peux vous dire que ouais, mais il y a mon Sherpa, quoi. Moi, je pensais plus à mon équipe en soi que à moi. Parce que c'est moi qui les ai emmenés dans ce projet, quoi. C'est moi qui leur ai dit qu'on va y aller. Ouais, donc Ouais. là, il faut... moi, j'ai beaucoup de respect pour tout ce que tu dis. Franchement, chapeau. Je sais pas trop quoi dire par rapport à ça, d'ailleurs, parce que tu le décris d'une telle manière que ça a l'air... on pourrait faire une saison, en fait. On pourrait pas faire un épisode avec toi. On pourrait faire une saison, tu vois. On pourrait faire une saison, un épisode par sommet, très clairement. Donc là, c'est dur de tout concentrer. Mais oui, tu nous as expliqué que côtoyer la mort à ces altitudes-là, même si on a 19 ans, ça fait partie du projet, malheureusement, de te dire ça comme ça. Tu le savais probablement quand tu t'es dit le projet 14 à 8000. Dans tout ça, il y a les sponsors, il y a le financement, il y a l'échange avec la maman, le papa, la préparation du matériel, mais il y a aussi cette partie-là qui est moins fun, qui est côtoyer des moments difficiles et de voir d'autres personnes, comme tu l'as dit, pris au loin dans les avalanches. De tout ce que tu fais, est-ce que tu captes des images? Est-ce que tu gardes du contenu? Est-ce que tu le diffuses? Est-ce que tu le stockes pour plus tard? Alors parce qu'on sait qu'on en a parlé avant d'ouvrir les micros, c'est pour ça aussi que j'en parle, c'est qu'on sait qu'on vit dans un monde d'images. Si tu veux impacter, il faut montrer ce que tu fais. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Alors, comment ça fonctionne, c'est que moi, j'ai 2 GoPro. Du coup, j'en donne un à mon Sherpa, j'en ai une pour moi. Et en plus de ça, là, je vais faire l'acquisition d'un drone. Bientôt, du coup, on essaye vraiment de capter le plus d'images. Il y a des images qui sont déjà disponibles sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux. Et il y a d'autres images elles sont impressionnantes, mais j'ai pas envie de partager tout de suite. J'aimerais bien peut-être pouvoir faire un film avec ces images, tout ça. Et en fait, mais c'est pas j'aimerais bien peut-être. Il faut que tu le fasses. Ouais, je sais, mais il faut trouver les gens qui sont intéressés par le film. Ils vont te contacter, ça va venir vers toi, tu verras. Ça va arriver. J'espère. Après, ouais. Moi, le but, c'est quand même de montrer ces images, de montrer comment c'est là-haut, et en fait d'essayer d'inspirer des gens à se donner à fond dans ce qu'ils veulent faire, que ça soit dans les études, que ça soit dans le sport. Moi, comme je dis tout le temps, c'est que je suis parti de zéro. J'avais 0 contact chez les sponsors pour essayer de gérer un projet à des centaines de milliers d'euros pour gravir ces sommets-là. Et si moi j'ai réussi, eux ils peuvent réussir, que ça soit dans les études et que ça soit dans le sport. Si on y croit, on peut tous. Non, mais tu vois, je t'écoute parler et je me dis, mais ma question c'est, est-ce que tu es prêt? Alors là, non pas à monter à plus de 8000 parce que tu l'es et tu es en route pour le faire, mais est-ce que tu es prêt derrière, une fois que tu auras fait ce 13e et ce 14e sommet, donc tous les sommets à plus de 8000 à moins de 20 ans, est-ce que tu es prêt à faire le tour des médias? Parce que là, très clairement, tu vas devenir une icône, tu l'es déjà avec ce que tu as fait, mais encore plus en étant en moins de 20 ans le plus jeune à avoir réalisé les 14 sommets. Est-ce que tu es prêt à ça, en fait? Est-ce que tu es prêt à faire le tour des télés, des radios, des chaînes en France, à l'international, parce que tu maîtrises très bien l'anglais? Tu t'attends à quoi derrière, en fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, il faut que tu restes focus sur les 2 qui restent, qui vont arriver en avril ou mai prochain, je crois, c'est ça? Ouais, en avril. Et derrière, est-ce que tu es prêt à ça, en fait? Ouais, on va être prêt parce que là, je commence à recruter déjà une équipe. Parce qu'on commence à avoir des sponsors qui veulent nous suivre, tout ça. Du coup, maintenant, j'ai quand même une équipe qui m'accompagne. Comparé à avant, c'était que moi et ma famille qui faisions. Du coup, maintenant, j'essaye de vraiment recruter des personnes qui sont compétentes dans leur domaine. Pas, tu vois, moi, je peux pas. Enfin, moi et ma famille, on peut pas tout faire.
Du coup, on essaye de recruter des gens pour que... Pour la suite, puis même Pour la suite. il faut que tu aies une Ouais, team, parce que j'imagine qu'on va en parler, mais il y aura d'autres projets, mais il faut effectivement que tu finalises ce projet avec une team qui te propulse avec probablement là un gros projet de production vidéo ou autre sur d'autres projets le projet, c'est simple, je vais vous donner une exclusivité, c'est que si on réussit ce projet déjà à trouver les financements... Là, je suis prêt. Attends, on fait les roulements de tambour, là, exceptionnel. Si on réussit à trouver les financements, parce que là on parle sur un projet à quelques millions d'euros, si on réussit à faire ce projet, on va signer une première mondiale. Et là, j'espère qu'il y aura un film avec les images qu'on a fournies déjà dans le premier projet, plus ce projet qui sera filmé, on espère, par un caméraman. Que là, ça va... Et c'est quoi ce projet ? C'est quoi cette première mondiale ? Alors, la première mondiale, on n'a pas le droit de dire encore parce qu'on n'est même pas sûr que c'est faisable, en fait, encore. Mais mon équipe et moi, on pense que c'est faisable. Et même les sponsors ne le savent pas. C'est au point où c'est vraiment dans la tête, on est en train de vérifier si c'est faisable, mais avant que j'annonce le projet, il faut que je finisse ce projet d'abord. Bon, là, tu t'as teasé en fait, tu nous as teasé. Ouais, mais c'est comme ça, il y a un autre épisode. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'effectivement, ces deux-là, t'es focus, tu vas le faire. Ouais. C'est prévu avril, mai prochain, après les conditions, l'autorisation en Chine, les conditions météo, voilà. Mais en tout cas, dans moins d'un an, ça sera fait. Ouais. Et puis, ce que tu es en train de nous dire, c'est que derrière, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour aller chercher encore un truc plus gros. Donc ça, c'est important parce qu'il y a toujours un next step. Et ça aussi, c'est la relation avec les partenaires. En termes de partenaires, tu es quand même accompagné aujourd'hui par des beaux partenaires. Il y a notamment une fondation que tu accompagnes, qui est la fondation de la princesse Charlène de Monaco. La station de Tignes également t'accompagne. Mais comment est-ce que tu as été mis en relation avec cette fondation, justement, à Monaco ? Eh ben, moi, j'envoie des mails. Hein. Moi, j'envoie 100 mails par jour, facile, même si ce n'est pas plus. Et à ce moment-là, j'avais 0 sponsor. Du coup, moi, j'allais à gauche, à droite. T'as touché la bonne personne au bon moment. Ouais, voilà. C'est exactement ça. J'ai envoyé un mail, il l'a lu. Et un rendez-vous visio. Et c'était bon. Ah, génial. C'était bon. La ville de Tignes, moi, je suis de Tignes. Du coup, voilà. On a Thermic aussi. Thermic, eux, je les ai contactés. C'est tout pareil. Là, maintenant, c'est vraiment... Maintenant, avec les contacts qu'on a, on joue aussi avec les contacts, mais au début, vu qu'on avait 0 contact, on envoyait des mails sans filtre, partout. T'as raison. On leur explique le projet. S'ils nous répondent pas, c'est pas grave. S'ils nous répondent, c'est bien. Si on a un rendez-vous, c'est encore mieux. On va pas se mentir. Et on n'arrêtait pas de faire ça toute la journée. De 5h à 18h, on était à fond sur les mails. Non, mais c'est franchement exceptionnel. Hein, ce que tu nous racontes, c'est juste incroyable. Moi, je suis très très heureux que tu nous partages ça. On arrive sur la fin de l'épisode, mais s'il y avait parmi ces 12 sommets à plus de 8000 un moment que tu aimerais ressortir plus qu'un autre et que tu pourrais nous partager, ça serait lequel ? Est-ce que c'est une rencontre ? Est-ce que c'est la contemplation, arriver en haut d'un de ces sommets ? S'il y avait un moment à ressortir, qu'il soit difficile ou que ce soit un bon moment ou un moment difficile, mais tu en as déjà quand même lâché quelques-uns à travers cet échange. Je pense que sincèrement, c'est les 5 sommets du Pakistan. Parce que... C'est ceux que tu as enchaîné en 26 jours. Ceux-là, ça a été un gros moment, déjà mentalement, physiquement. Parce que moi, il y avait des jours où je dormais pas pendant plus de 36 heures. Pour mettre en contexte, on a enchaîné 8000 après le Nanga Parbat en 11 jours. Et sur ces 11 jours, j'avais une moyenne de sommeil de 3 heures et demie par nuit. Et encore, c'est si je dormais la nuit. Et ouais, ça, c'est des moments incroyables. Et sincèrement, moi, je remercie encore mon équipe d'être là avec moi pour vivre ces moments-là. Et voilà. C'est vrai, quand tu le décris, je pense avoir la réponse, mais je la pose quand même pour que tu le partages aux auditrices et aux auditeurs. Est-ce qu'à un moment donné, de par ton âge, tu t'es senti pas à ta place ou illégitime ? Alors, je pense très sincèrement que non. C'est que tu t'es toujours senti là... tu t'es toujours senti légitime et à ta place, parce que sinon, tu n'aurais pas réussi à convaincre des équipes à emmener des gens dans ce projet-là avec toi. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu as eu ce doute-là ou jamais ? Ouais, à ma première expédition au Népal. J'ai eu ce doute. Ouais, parce que
Bah, c'était aussi l'environnement parce que les gens pensaient qu'à 17 ans, on ne devait pas partir en expédition. Moi, on me l'a beaucoup mis dans les dents. Et pourquoi ? Parce que j'étais trop jeune. Parce que, Mais trop jeune par rapport à quoi ? Physiologiquement, par rapport ou à à ton eux. âge, on est à l'école. Ouais, oui, c'est à mon âge, on est à l'école. Voilà. Mais après, moi, je le sentais pas vraiment. C'était plus les gens qui essayaient de me le faire comprendre en disant ouais, t'es trop jeune, faut pas que tu viennes en expédition. À mon premier 8000, ils m'ont dit ça. Au final, j'en ai fait un deuxième. Maintenant, les gens qui me disent ça, je regarde les sommets. La personne qui te connaît pas et qui va te voir au show, au You, bientôt arrivé, te dit non, mais en fait, c'est pas pour toi les 8000. Ouais, t'es beaucoup trop jeune, t'as pas 20 ans, mais qu'est-ce que tu fais là ? Et là, tu vas lui dire attends, mec, tu vois, bon, là, je sais pas si vous avez sur vos combis, tu vois, des chevrons, mais qui pourraient dire attends, j'en ai fait 12 en fait, tu vois. Non, mais par exemple, c'était cette année à l'Annapurna, on m'a dit que j'étais trop jeune pour aller gravir. On parle d'un sommet où il y a 1 sur 3 qui meurt. À cause des avalanches, tout ça, on a un taux de 30% de risque de mourir là-bas. Et les gens ils me disaient mais t'es trop jeune toi pour y aller. J'étais non. Moi j'étais non. Est-ce que tu sais combien de personnes combien de personnes aujourd'hui ont fait les 14 sommets les 14 là semaines, maintenant il y a une cinquantaine de personnes. Cinquantaine. Ouais. Oh là là. Tu vas faire partie de ce cercle-là. Ouais, je vais rentrer dans le cercle privé. Ah bah, je vais rentrer dans le carré VIP. Et là, c'est exceptionnel parce que déjà, ce que tu réalises, c'est dans des conditions où l'être humain ne peut pas vivre, ne peut pas vivre. Tu peux être de passage sur ces sommets-là, mais tu peux pas y vivre. Et en fait, résister comme ça à ces conditions, là même, et c'est ça qui est exceptionnel, c'est que même l'argent ne peut pas te garantir le fait de réussir, tu vois ce que je veux dire ? Donc certes, il y a des gros moyens financiers parce que tu es sur des... comme l'Antarctique ou les pôles, tu vas aller là-bas, c'est pas juste une décision, c'est des autorisations, c'est des budgets. Mais quand on fait ça, en tout cas ce que tu fais toi, ça fait preuve d'un esprit d'entrepreneuriat exceptionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, là tu fais les sommets, mais tu aurais mis cette énergie dans une société, c'est pareil, parce que monter un projet comme ça, tu l'as dit, c'est envoyer des mails, présenter ton projet, passer au-dessus des frustrations, parce que t'as un oui tous les 200... c'est exactement ça. Et c'est encore le oui, c'est même pas sûr. C'est pas sûr, parce que voilà. Donc c'est vraiment l'esprit d'entrepreneur dans toute sa grandeur que tu fais rayonner autour de toi. Donc t'as pas 20 ans, mais franchement, je pourrais dire ça quand je serai vieux. Mais moi, j'ai rencontré un type, il n'avait pas 20 ans et il avait fait les 14 sommets. Donc, en tout cas, je tenais à te remercier pour ce partage, pour cet échange. Non, c'est moi qui vous remercie. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager ? Je sais pas, une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose Juste qu'il faut croire en ses rêves et bosser pour. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On peut que respecter parce qu'avec ce qu'on vient de... tout le partage qu'on a fait autour de ça, c'est parti d'une idée, d'un projet. C'était marrant aussi de tirer le fil sur comment c'est arrivé, la blessure au croisé, cette prise de recul, cette décision au refuge de dire finalement j'arrête le ski et je veux faire de l'alpinisme. Et puis une opportunité qui t'emmène à franchir un premier 8000 et puis un deuxième 9 jours plus tard. Et là, le projet 14 qu'on vient d'écrire. Donc en tout cas, je te souhaite tout le meilleur pour cette année 2024. Merci, à vous aussi. De faire ces 2 sommets. On va suivre ça et surtout, prends soin de toi et finis ce projet avec brio. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé au podcast et plein de bonnes choses pour toi. Merci beaucoup et c'était cool d'être là. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.